pas terribles, hein, ces petits choux. Là, j'ai déjà récolté quelques courgettes. Sympa. Bon, bonsoir à toutes et tous. Euh, Oula, il y a un peu de vent. Le vent se lève, c'est le cas de le dire. Ah, on voit pas, peut-être pas, mais il y a quelques petites poires là qui commencent à apparaître. Sympa. Est-ce que je vais pouvoir faire de la poire cette année? J'aimerais trop. Bon, salut les amis. J'ai préparé quelques petites références là. Je voulais vous en faire part. Avec ce qui est en train de se passer, même si je me suis mis à l'écart, ben voilà, hein, on reste à discuter avec pas mal de monde de ce qui est en train de se passer. Et j'ai une amie là, une amie tout à l'heure, une collègue qui m'a demandé mais comment t'as vu tout ce qui se passe, t'as vu ce qui est en train de se passer, c'est la merde. Alors bon, j'ai essayé de lui redire un peu ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, euh, en disant bah oui mais il n'y a rien d'étonnant à ce qui est en train de se passer, et je lui ai donné ma version des faits. Et c'est vrai que quand on explique la position qu'on peut avoir, en tout cas c'est même pas des certitudes, mais l'avis qu'on a sur ce qui est en train de se passer, et ben cet avis il s'est construit parce que moi mon avis s'est construit parce que j'ai regardé, écouté, discuté. Voilà, j'ai regardé énormément de vidéos qu'on pourrait qualifier de scientifiques, de complotistes, de complètement débiles, d'humoristiques, je vais citer des noms. Si je prends les comiques que je regardais ces derniers temps, moi bon forcément il y avait le Docteur à l'Ouest, il y a Pierre-Emmanuel Barré. J'aime bien aussi ce que fait Jérémy Ferrari. J'aime bien parce qu'il balance pas mal aussi, hein, il balance pas mal. Ouais, donc Jérémy Ferrari, bien évidemment, comment Dieudonné, voilà. Et quand ça, ces vidéos-là, bon, humoristiques, c'est une chose, ce sont des gens qui balancent. Mais après, derrière, la construction, la recherche sur différents thèmes, elle se fait parce que on va tirer des pelotes de laine. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que bon, moi j'étais en colère, ça c'est sûr et certain, pour des raisons familiales, personnelles, on va dire. Je travaille dessus. Quand on comprend en fait la colère de nos parents, puis éventuellement celle de nos grands-parents, si on peut remonter encore, en fait on comprend un peu plus qui on est et pourquoi on est comme on est. Donc ça c'est la première partie, mais après il y a aussi des choses qui révoltent des gens qui n'étaient pas forcément en colère à la base. Donc il y a bien un environnement qui fait qu'on est en colère. Et cet environnement-là, ces dernières années, il s'est dégradé. Enfin, les conditions de vie se sont tendues pour les gens qui sont, pour une grande partie des personnes qui vivent sur cette terre-là. Alors nous, en plus, on fait partie des gens qui sommes vernis. On fait partie des gens qui sont vernis. Vernis dans le sens où, pour la plupart, on a à manger, on a un toit, on est éduqué. Alors, on peut tout remettre en question, mais en tout cas, on a accès à de la connaissance et du savoir. Voilà, on est habillé, on est logé, nourri, blanchi. On peut même se divertir. Pour certains, on peut partir en vacances. En tout cas, on fait partie d'une tranche de population, même si on ne roule pas sur l'or, ou si on roule pas sur l'or, si on n'a pas des bagnoles, dernier cri, des machins, tout, on fait quand même partie des privilégiés. Alors, je dis pas que c'est un modèle de vie à suivre, hein, mais on va dire en comparaison du besoin qu'on nous a mis dans la tête au niveau mondial, le besoin de confort, eh ben, on fait partie des gens qui avons accès à un maximum de choses. Voilà, donc on a des raisons aujourd'hui, certaines personnes ont des raisons quand même aujourd'hui de trouver que cette situation n'est pas normale. Ensuite, une fois qu'on passe par cette phase de colère, d'où qu'elle vienne, ben, on cherche à la comprendre. Et surtout, on va tirer des pelotes de laine. Alors moi, c'est ce que j'ai expliqué à ma collègue. Je lui dis, voilà, je pense ça, ce que je vais te dire, je le pense parce que j'ai regardé, j'ai visionné
en podcast énormément pendant que je faisais mes travaux, mais même ailleurs, même avant. On a échangé avec des potes. Par exemple, je vais citer des noms qui sont, quand vous regardez, c'est les définitions des, alors Wikipédia et autres, hein, des outils mainstream du système. Ce sont souvent des gens qui sont taxés soit de fous, soit de complotistes, soit de. Sauf qu'en fait, quand on regarde réellement ce qu'ils défendent, quand on analyse et qu'on écoute vraiment ce qu'ils disent, il y a un fil conducteur entre tous ces gens-là, même si peut-être que certains ne se connaissent pas ou n'échangent pas, mais en tout cas, il y a toujours, moi j'y ai trouvé toujours un fil conducteur. Le, Ce fil conducteur, c'est réellement euh, le fait que cette réalité-là, elle est pas ce qu'on croit réellement. Donc c'est basé sur la théorie du mythe de la caverne, ou plus récemment un des films des frères, sœurs, je sais pas comment on dit, sœurs, frères maintenant, Wachowski, Matrix et autres. La réalité que nous avons devant les yeux, et en tout cas que nous percevons, n'est pas réellement celle que nous pensons. Alors c'est facile à dire et c'est très difficile à comprendre, ou en tout cas on a des compréhensions à plusieurs niveaux de lecture. Voilà, donc moi je sais pas où est-ce que je me situe, mais en tout cas je vois bien que on est quand même globalement dans une société de mensonges. Alors est-ce que c'est simplement dans la matière? Est-ce que c'est également au niveau spirituel? En fait, je vois que c'est une période de grande confusion pour les âmes, les esprits, et si on raisonne pas âme et esprit, tout simplement pour les personnes, pour les cerveaux, on va dire. C'est une période de grande confusion. Donc il y a toujours ce fil conducteur qui est en fait une idée d'une simulation, d'une matrice, d'une réalité en fait qui est à géométrie variable en fonction des individus, mais qui est globalement maîtrisée alors c'est là où il y a tout un tas de définitions. Alors il y en a qui vont vous dire que c'est des extraterrestres, il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est des entités qui vivent dans des dimensions parallèles, il y en a qui vont vous dire que ce sont tout simplement des reptiliens, il y en a d'autres qui vont vous dire que ce sont tout simplement des humains mais qui ne sont pas constitués de la même façon, qui n'ont pas le même ADN. Voilà, en fait j'ai retrouvé à chaque fois plein de définitions différentes qui finalement parlent de la même chose, mais avec des approches différentes, quoi. Donc je vais vous donner quelques références de personnes, vous irez voir ou pas, peu importe, mais ça permet en fait aussi de se faire d'avoir un spectre un peu plus large. Alors j'en oublie bien sûr, et il y en a plein que j'ai pas vu, mais moi je pense d'abord quel est vraiment le premier que j'ai commencé à regarder. C'est vraiment Patrick Buriensteinas que j'ai commencé à regarder. Donc lui c'est un alchimiste. J'ai lu son livre qui s'appelle Un alchimiste raconte. Donc il explique son expérience depuis son plus jeune âge. Ce livre est vraiment, vraiment bien foutu. Après on pense ce qu'on veut du personnage, encore une fois. Un personnage qui a été médiatisé ces quelques années, qui est tombé malade il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vraiment un alchimiste moderne, hein, comme il en existe apparemment peu à travers le monde. Et ce mec en fait explique ce qui s'est passé depuis son plus jeune âge, pourquoi il est devenu alchimiste, comment il l'est devenu et ce qu'il a découvert. Donc il parle clairement de la découverte de la pierre philosophale. Il est très pédagogue dans son approche et il explique qu'il y a plusieurs voies pour atteindre cette pierre philosophale. Il y a la voie humide, la voie sèche, il y a la voie aussi, on va dire, plus spirituelle. Et lui il est passé par la voie sèche, par comment on appelle ça? Le foyer, quoi. Il est passé par il a fait de la fonderie, quoi. Il a transformé de la matière et en fait, il a obtenu une pierre philosophale. Alors lui, de ce que j'ai compris de ce qu'il raconte, en fait, cette quête alchimiste ou enfin alchimique, elle consiste en fait à venir transformer quelque chose dans la matière, et cette transformation dans la matière amène aussi la transformation de celui qui fait les opérations, de l'alchimiste en fait. Et pour imager ce truc-là, il explique qu'en fait il a fondu plusieurs fois alors il passe par plusieurs stades d'évolution des matériaux, hein, du plus brut, du plus, on va dire, banal, entre guillemets, qui est le fer, pour aller jusqu'à l'or, et même jusqu'à après l'or, la disparition du métal, en tout cas l'apparition de la pierre philosophale. Voilà. Et, ouais, je résume très très mal, hein, parce que c'est très long, mais en tout cas, il explique toutes les étapes qui amènent, et c'est un long cheminement, c'est un pèlerinage. Il a beaucoup, d'ailleurs, il a des vidéos sur l'analyse des décors de cathédrales, tous les messages alchimiques qui ont été, on va dire, cachés par les constructeurs des cathédrales. Il parle de religion, il parle de gnose.
Voilà, il parle de beaucoup de choses et en fait ce que j'ai compris de ce qu'il a écrit, c'est qu'en fait on cherche d'abord, en fait le chemin alchimique, le pèlerinage sert d'abord à se transformer soi-même. C'est-à-dire enlever les scories des métaux, pour parler de sa voix à lui, hein, les métaux en fait il va les transformer et il va faire les mêmes opérations pendant des années. Et un jour, en fait, parce qu'il a réussi à régler aussi ses scories intérieures, il arrive en fait à purifier et à aligner les matériaux. En fait. Et donc c'est une recherche d'un équilibre, d'un alignement dans la matière qui permet une élévation. Voilà, bon, c'est très mal résumé, très court, mais en tout cas voilà. Moi je trouve que ses vidéos sont très instructives, sont très bien faites. Et puis son livre Un alchimiste raconte, et moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà, donc c'est parti vraiment de Buren Stenas. Bon, je ne citerai pas bien sûr mon pote qui est maraîcher dans le village où j'habite. On a beaucoup échangé sur tout ça et on s'est refilé en fait des noms de livres, des noms de vidéos et tout. Dans la même veine, en fait, par la suite, je me suis dit, bah tiens, parce que bien sûr, c'est après les Gilets jaunes que ça a vraiment démarré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'y arrive pas? Cette voie de la politique, elle n'est pas bonne. Il y a plusieurs personnes qui parlent de ça. J'avais vu énormément bon, bien sûr, hein, des vidéos en tout genre sur le plan des mondialistes, sur l'arrivée prochaine d'un plan qui... Moi, j'ai surtout vu aussi Naomi Klein, je ne l'ai pas cité dans ce que j'avais écrit, mais Naomi Klein, elle a fait un documentaire, elle a surtout rédigé un bouquin qui s'appelle La stratégie du choc, et donc il y a un documentaire qui est encore disponible, je pense, et qui est vraiment, vraiment très instructif. Alors là, vous regardez La stratégie du choc de Naomi Klein, c'est traduit en français, c'est exceptionnel. Voilà. Elle explique en fait les différentes vagues de manipulation de masse, donc de l'ingénierie sociale, mise en place principalement bon, par les États-Unis, mais aussi d'autres pays. Mais là, en tout cas, le reportage traite surtout, un des premiers exemples dont je me souviens de ce reportage, c'est en fait, le coup d'État des Américains, enfin déguisé, pour installer Pinochet et bien sûr qui nécessitait la mort de Salvador Allende, qui était une sorte de... Je sais pas si on peut dire ça, parce que en fait c'est un peu tout, la politique est vérolée, mais en gros c'était plutôt quelqu'un qui était axé du côté du peuple, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a eu un coup d'État pour le déstabiliser, et ensuite derrière ça a conduit à plus de 25 ans, je crois, de dictature par Pinochet. Voilà. Donc elle parle de ça, elle parle aussi d'autres choses, de différentes stratégies. La stratégie du choc peut avoir plusieurs formes, elle explique tout ça, c'est très bien fait. Donc là, bah, on commence à comprendre en regardant ça et en écoutant que bah, qu'en fait il y a vraiment des gens qui s'organisent tout simplement. Alors là, on rentre dans une partie plus complotiste avec Rock Soccer. Rock Soccer, lui, moi je ne le regardais pas ce magazine, mais il avait un magazine qui s'appelait Top Secret, qui parlait d'ufologie entre autres, et puis de tout un tas d'autres sujets, d'énergie libre. Voilà, donc il y a des choses qui sont très barrées dans ce qu'il raconte. Ça va très très loin. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Vivre et mourir dans la matrice artificielle, que j'ai lu, donc il y a trois livres. Il a même d'ailleurs, au bout d'un moment qu'il avait vendu ses livres, il les a carrément lus sous forme de podcast YouTube, donc c'est accessible gratuitement. Et il a aussi des émissions qui s'appellent les rendez-vous avec Rock. Alors là, il faut s'accrocher un peu parce qu'on passe dans un niveau où en fait presque tout est possible. Voilà. Salut mon Sam, je te fais des gros bisous, j'espère te voir ce week-end, j'espère que tu vas mieux. Et donc Rock Soccer, lui, il a une approche que j'ai bien aimée parce que il y a beaucoup de romances, beaucoup d'hypothèses, beaucoup alors ce que le mainstream qualifierait de complotiste. Et ça, je trouve que c'est vachement bien parce que ça ouvre l'esprit. On se dit qu'en fait, que ça soit vrai ou faux ce qu'il raconte, ça montre en fait que on peut bâtir des histoires et les donner à manger au grand public. Et en fait, si c'est vraiment bien répété, bien calibré, bien simultanément, euh, on va dire, donné en pâture à la plupart des moutons qu'on est, moutons noirs ou moutons blancs, hein, peu importe, et ben en fait, ça prend, la sauce, elle prend. Donc j'ai bien aimé son approche. Et Vivre et mourir dans la matrice artificielle, bah, c'est vraiment top parce que ça parle de justement, ça remonte à toutes ces théories des archontes qu'on retrouve dans la gnose aussi. Alors la gnose, il y a une émission, il y a Michel Deseille qui est un ancien historien, prof d'histoire géo, on va dire, prof d'histoire, qui quand il a pris sa retraite, en fait, il s'est mis à faire des conférences sur l'ésotérisme et tout, sur pas mal de sujets. Et puis bah, je pense que ça a beaucoup plu autour de lui et il s'est mis à faire des vidéos YouTube il y a à peu près une dizaine d'années.
c'est énorme. C'est énorme. Vous écoutez ça pareil en podcast, ce sont des histoires. Alors c'est pareil, il parle de choses. Alors lui, il est très documenté parce que lui il se base sur les travaux de. Alors je sais plus, je crois que c'est André Guénon qui est en fait dans l'ésotérisme. Je vais dire que ça, mais il a fait une étude très académique, André Guénon, que je n'ai pas lu, hein, une étude très académique de l'ésotérisme. Donc c'est vraiment je pense que c'est le rat de bibliothèque qui a été puisé. Tout un tas d'écrits, de savoirs dans des textes religieux. Je pense qu'il a fait de ce qu'on appelle de l'eschatologie. Et donc, Michel Desailles présente à travers des conférences qui durent en général 2 heures, 2 heures et demie, qui sont parfois en plusieurs parties, mais en tout cas, il présente des choses très très intéressantes. Et surtout, alors pareil, il part dans plusieurs sens, mais il a une façon d'aborder les choses où il te dit. Voilà, donc cette théorie-là, il y en a certains qui pensent que ceci, cela, d'autres pensent ceci, cela. Voilà, il parle, lui, ses thèmes favoris, c'est la précession des équinoxes, la doctrine des cycles, la dualité, mais en fait, la précession des équinoxes, il explique qu'il y a des grands cycles planétaires. Donc lui, quand il parle d'astrologie, c'est pas de l'astrologie sur le magazine TV Magazine ou l'astrologie par Elisabeth Tessier, quoi. Là, lui, quand il parle d'astrologie, il t'explique pourquoi la position des planètes, ainsi de suite. Alors, on n'y croit pas, il n'y a pas de souci. Mais ça ressemble déjà plus à une discipline ésotérique. Voilà, il explique, ce que j'ai apprécié chez Michel Desailles, c'est que lui, il explique vraiment d'où viennent nos religions, parce qu'il y a une religion primordiale. Et c'est dedans qu'on retrouve la précession des équinoxes. Et il a une façon de présenter où il t'impose pas sa vision. Il te donne, comme un historien, il te présente en fait plusieurs histoires qui peuvent se recouper. Donc Michel Desailles, exceptionnel. Il a l'histoire secrète de tel ou tel pays. Il a le symbolisme. Il parle d'alchimie aussi. Donc ça, c'est exceptionnel. Voilà. Ça m'a beaucoup plu. Aurore Rogier, bien sûr, qui est une youtubeuse, mais on va dire elle est surtout auteure d'un bouquin qui s'appelle Espoir. Donc c'est pareil, un conseil de mon pote Guillaume. Magnifique bouquin, tu le lis et ça te fait forcément du bien. Il faut avoir les récepteurs bien positionnés, mais en tout cas, c'est exceptionnel. Ça me fait un peu penser, je vous ai pas dit, mais Michel Desailles, il a aussi, en tout cas, la chaîne de Michel Desailles me fait penser à la chaîne qui s'appelle Esprit 2.0. Esprit 2.0, alors je ne sais pas exactement qui se cache derrière cette chaîne, mais lui, il a une façon aussi d'analyser les textes religieux et les tableaux. Et en fait, plus on écoute ce genre de choses-là et plus on va voir les textes, les explications différentes, il y a toujours un fil conducteur derrière tout ça. Un fil conducteur qui, en fait, il y a une religion de base, en tout cas, il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, on peut être amené à penser que y a des extraterrestres, on est issu de voilà d'un peuple qui vient de l'extérieur, que notre ADN a été modifié. Enfin, toutes ces théories-là, moi je les entends. En tout cas, quand on analyse réellement la suite, on est sûr des textes qui ont été écrits. Ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont écrit ces textes-là. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est d'analyser en fait le sens caché de ces textes. Et ce que dit Michel Desailles, et ce que dit aussi Patrick Burensteinas et d'autres, c'est qu'il y a souvent plusieurs niveaux de lecture qui correspondent à des niveaux de conscience. Pas forcément d'élévation spirituelle, bien que ça en fait partie aussi, mais il parle de niveau de conscience, c'est-à-dire de niveau de perception. Et on peut voir un film, lire un livre avec une perception différente. D'ailleurs, un très bon exemple, quand on regarde des dessins animés, des films d'animation actuels, eh bien on peut les regarder en famille, à part ceux qui sont un peu abusés, mais on peut les regarder en famille, et en fait ça fait rire aussi bien les enfants que les adultes, ça parle en fait à toute la famille, parce qu'on a tous des niveaux de lecture différents, des compréhensions de blagues différentes, ou des choses qui nous parlent ou autres. Bon ça c'est ce qu'on retrouve vraiment dans le fil conducteur, c'est qu'on s'intéresse, on finit par s'intéresser en fait on en ressort des grandes règles, c'est qu'en fait globalement nos vies sont quand même dirigés par des gens qui sont plus initiés que nous. Donc là, on rejoint aussi toutes ces sociétés secrètes, les Rose-Croix, les Illuminati, les francs-maçons, les dérivés, les Rotary Club, les machins, tout ça. On retrouve en fait là-dedans une logique. Tout ce puzzle en fait devient en fait logique.
il y a des gens qui s'organisent de façon secrète pour telle ou telle raison, hein, pour le pouvoir, pour du pouvoir physique, de l'argent, ou une domination sur les autres, ou tout simplement des objectifs plus spirituels, plus sombres, ou aussi il y a des sociétés qui s'organisent pour la préservation, la sauvegarde de telle ou telle chose. On prenait par exemple rien que dans la matière, des gens qui s'organisent pour aller faire du comptage d'oiseaux, sauvegarder telle espèce, voilà. C'est à chaque fois. Alors là, c'est pas secret, hein, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on lit et qu'on regarde les vidéos de la chaîne Esprit 2.0, donc ce mec-là, il a une approche qui est vraiment pas mal. Il parle de la religion musulmane, de la religion juive. Donc bien sûr, il aborde la partie ésotérique de ces religions. Enfin, la partie exotérique, ce sont les religions musulmanes, juives. Enfin voilà, et ensuite les parties cachées, donc ésotériques, ça va être la gnose pour les chrétiens, ça va être la kabbale pour les juifs, et puis le soufisme, je crois, pour les musulmans. Enfin, tout ça, il explique. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'avais lu le petit bouquin, le petit traité des religions de Frédéric Lenoir. Pareil, exceptionnel, sur depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui a conduit l'humanité. Lui, il a plus une approche anthropologique de la création des religions. C'est exceptionnel. Voilà. Donc là, on a qui après? On est plus dans du concret et du scientifique, mais qui dérive un peu aussi. On a Philippe Guillemant, bien sûr, je sais pas comment on peut dire, mais ouais, c'est un physicien quantique, mais qui parle beaucoup il parle beaucoup d'intelligence artificielle puisqu'il a bossé là-dessus, mais il parle aussi du grand virage de l'humanité, il parle de conscience, de prise de conscience, de la modification simplement par une conscience différente, une élévation de l'humanité, un grand virage, c'est-à-dire en fait il dit que notre futur existe déjà, mais qu'en fait on a la capacité de créer son futur, on a la possibilité de créer son meilleur futur. Philippe Guimont, exceptionnel, hein. Des conférences partout, c'est pareil, ce sont des gens là qui n'arrêtent pas. On a bien sûr Idriss Aberkan qui parle de conscience, de cerveau, de possibilités, qui a beaucoup dénoncé aussi tout le système. Tous ces gens-là sont globalement anti-système mainstream. Voilà, ces cerveaux qui parlent énormément de, de toute la domination, de l'embrigadement, la crétinisation. Donc voilà, il pousse en fait à la réflexion. Et c'est vrai que pour moi, celui qui est le plus provocateur, on va dire que c'est Rock Soccer, parce que là, il part très très loin dans des théories très très. Voilà, alors pareil, hein, ces gens-là, vous les écoutez. Et vous avez en fait des preuves. Vous pouvez toujours trouver en fait des choses qui viennent corroborer ou en tout cas valider. Donc c'est pareil, c'est ça qui est magique. Quand on lit tout ça, eh ben on peut se faire notre propre avis, quoi. Oui, j'arrive après. Je suis occupé, j'arrive là. Donc, de toute façon, j'ai bientôt fini sur ce que je voulais présenter. Après, on a aussi là en ce moment, mais même pendant le Covid, des personnalités qui sont révélées, pardon. Bon, Jean-Dominique Michel, qui est auteur, anthropologue médical, sa chaîne, j'ai trouvé ça pas mal. Là, j'ai regardé. Pareil, il a une analyse assez anthropologique de ce qui est en train de se passer. Et puis, ça fait du bien en fait d'écouter différentes versions comme ça. Et une chaîne que j'aime beaucoup, donc c'est la chaîne qui s'appelle Jeanne Traduction. Alors Jeanne Traduction, donc c'est certainement Jeanne, hein, elle s'appelle Jeanne. Elle traduit des émissions, des chaînes. Par exemple, en ce moment, elle fait ça. Elle traduit la chaîne The Alchemist. Donc c'est une femme qui parle et qui parle en fait globalement, elle explique pourquoi on est sans arrêt sollicité, on nous demande sans arrêt notre consentement. Enfin, on ne nous le demande pas, on nous prend notre consentement à notre insu, à travers les émissions qu'on regarde, les films, à travers en fait des clips, des choses qui viennent en fait nous mettre des images et des concepts afin qu'on les accepte et en fait qu'on donne indirectement le consentement à des énergies qui sont vraiment pas top. Donc Jeanne Traduction, elle fait ça aussi, elle a même traduit les émissions des conférences d'un mec qui s'appelle, je vais retrouver son nom, mais qui faisait partie de l'église satanique, une des églises sataniques aux États-Unis, qui s'appelle, je sais plus, je vais retrouver son nom, mais en tout cas, allez voir Jeanne Traduction, c'est vraiment sympa. Ça fait des heures et des heures de vidéos, hein, c'est sûr que ça dépend les boulots qu'on a, mais moi j'ai quand même pas mal passé de temps
pendant 1 an là, à travailler, à faire des murs de pierre, des joints de pierre. Donc j'avais du temps, je mettais ça en podcast. Donc c'est vrai que je faisais du travail physique et des travaux du gros œuvre. En mettant ça dans les oreilles, c'était pas mal. Alors pourquoi je présente tout ça? Bon, il y a aussi là en ce moment, je regarde une émission qui date un peu d'un eschatologue et qui fait de l'étude prophétique aussi, c'est pareil. Il s'appelle Pierre Gilbert, je pense qu'il est, à mon avis, il est québécois. Donc lui, il a alerté depuis 30 ans hein, sur tout ce qui est en train de se passer, l'intelligence artificielle, mais notamment aussi le travail sur le génome humain, le transhumanisme et tout ça. Bien, lui, il part très loin. C'est pareil, hein, il part très loin. Lui, il considère que carrément l'objectif est de réduire la population mondiale, ce qui rejoint largement aussi ce que défendait mince, euh, celle qui a écrit la guerre contre les peuples, qui a été assassinée certainement. Mince, j'ai perdu son nom tout de suite. Toi, j'aurais dû noter tout à l'heure quand ça m'est venu, mais ça va me revenir aussi. Et donc lui, Pierre Gilbert, c'est pareil, il a des conférences là où il remonte aussi, il parle beaucoup de Bible, beaucoup d'entre eux. Rock Soccer parle de... Michel Desailles aussi en parle. Qui est-ce qui en parle aussi? Patrick Burenchenas, il parle beaucoup des évangiles. Ils disent que forcément on s'éloigne de la religion, du spirituel en tout cas, pas de la religion, du spirituel parce que les religions, la partie ésotérique ont été rédigées et galvaudées en fait par des gens qui ne voulaient pas que le monde, les gens accèdent à une forme de savoir caché. Voilà, sur nos origines, sur le sens de la vie, sur plein de choses. Et en fait, quand on regarde tout ça, moi j'y vois un fil conducteur, Idrissa Berkane, Philippe Guimand, Michel Desailles, Aurore, ils parlent tous finalement de la même chose, d'une élévation en fait de l'humain, d'une prise de conscience qui en fait ne règle aucun problème matériel. Ça ne règle aucun problème, c'est là où je voulais en venir et je vais terminer là-dessus. C'est que ma collègue, quand je lui ai expliqué que la vision que j'avais de ce qui est en train de se passer, c'est que de toute façon c'est inéluctable, que ce sont des cycles dans l'histoire de l'humanité, que c'est pas la première fois que ça arrive, que tout ça pour moi c'est à des fins très malveillantes, malsaines, des forces très sombres qui œuvrent en fait voilà, pour la diminution du vivant. Le vivant se défend, il y a une prise de conscience et tout ça forme la grande lutte sur cette planète, dans cette existence qui est en fait la dualité. La dualité il n'y a pas un camp qui gagnera, c'est la recherche de l'équilibre. C'est l'unité primordiale, c'est de ce dont parle. C'est pour ça que je ne me stresse plus en fait par rapport à tout ça et que ça m'a vraiment libéré. Michel Desailles, moi, m'a fait le plus grand bien. C'est-à-dire que j'ai mis des mots sur ce que je pense être le passage de l'autre côté. Même Burenchenas dit ça. Il dit qu'en fait, c'est un parcours comme un pèlerin où on va se peler, c'est-à-dire enlever nos peaux, découvrir qui on est. Et que plus c'est difficile, finalement, plus ça donne lieu à une évolution, à une élévation, une évolution. Pas une révolution. C'est un vortex la révolution. On se bat, on est en colère, Non, c'est plus une évolution. Et peu importe, je veux dire, le feu peut bien tout brûler. Voilà, si ça se passe autrement, c'est bien mieux. On vit tous en paix et tout, mais là, nous ne sommes pas dans cette période-là. Michel Desailles explique, comme d'autres, que nous sommes dans la période de l'âge de fer, une période très sombre qui dure déjà depuis bien 2000 ans, que c'est un cycle et que derrière, donc c'est inévitable, et que derrière, en fait, on reviendra à quelque chose de différent et qui derrière rebasculera et ainsi de suite. Les cycles, ça revient sans cesse. Rock Soccer, lui, parle d'un ruban de Moebius. Voilà, lui, c'est assez rigolo. Moi, les rendez-vous avec Rock Soccer et puis surtout même vivre et mourir dans la matrice artificielle, c'est waouh, c'est très très barré. Lui, il pense pas que la Terre est plate, il pense pas que la Terre est ronde non plus. Il a une espèce de, il présente une image de ce que pourrait être la Terre en forme d'un donut, mais encore différent. C'est énorme. Moi, quand j'ai lu tout ça, moi, j'ai pas forcément adhéré à chaque truc, mais ça m'a juste ouvert les yeux sur le fait qu'il y a plein de possibilités. Et donc, ça m'a complètement déstressé par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas que j'ai lâché prise, c'est qu'en fait je laisse glisser et j'accepte les choses comme elles sont. Et ça m'apaise, ça apaise déjà à l'intérieur. Donc j'ai dit à ma collègue, c'est pas la peine de te stresser, de te faire plus de mal que ça, puisqu'en fait nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de changer ce qui est en train de se passer au global. Cette folie collective, en fait, elle est alimentée, elle est voulue.
Les gilets jaunes pour moi c'était de l'écobuage social. Ils ont testé, ils ont mis la colère, ça a légitimé le fait qu'on arme un peu plus les policiers. L'étape suivante, c'est les banlieues, ce qui va légitimer derrière la mise en place d'un État encore plus policier, encore plus dur. Ça, je pense que c'est le plan. Maintenant, est-ce que ça va se passer réellement comme ça? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se produire tranquillement. Il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font, de tous côtés, des gens qui savent très bien ce qui se passe et ce qu'ils font. Et il y en a d'autres qui sont pris dans ce vortex sans s'en rendre compte et qui pensent défendre une cause personnelle ou autre et qui en fait participent à cette grande folie collective. Donc je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'ai pas de garantie ou de certitude, je sais pas moi, qu'on se fasse pas tuer, qu'on n'ait pas de la famine. Mais finalement, à chaque fois que j'ai fait les choses avec les énergies de peur, malgré le fait que je me disais que j'étais quand même à savoir globalement et à ne pas être surpris de ce qui se passait, pendant le Covid, j'ai fait des réserves, j'ai essayé de faire un jardin, plein de jardins, machin, et je me suis rendu compte qu'en fait que ce n'était pas des bonnes énergies et ça n'a pas donné de fruits. Ça n'a rien donné. Alors que j'ai réussi à acquérir un début là, c'est pour ça que je parlais de ça, de foi. Je peux pas vous dire en quelle religion, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, je pourrais même pas. Mais j'ai une foi en l'énergie vitale. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai la foi en quelque chose de plus grand qui fait que tout ce qui est en train de se passer, ça doit se passer. Je dois le vivre, on doit le vivre. Voilà, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour la suite. C'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. J'en dirai pas plus. C'était déjà bien assez long. Je vous fais des gros bisous et la suite, voilà, plus tard. Et puis il faut que je réponde à une de mes filles qui m'appelle. Elle m'a dit papa. Donc j'y vais. Voilà, juste une petite vision sur comme on fait d'habitude. Donc ce bac de permaculture qui finalement ne servait pas à grand chose puisque cette année, au lieu de faire ça, j'ai fait juste des trous dans la terre qui n'avaient pas été cultivés pendant des années. Et ici, en fait, je me suis aperçu que ça poussait pas super bien parce que j'ai des cosses, j'ai des marrons. J'ai un grand marronnier là-bas. J'avais récupéré le compost qui avait traîné pendant quelques décennies. Et il y avait des cosses de marrons. Et je pense que les cosses de marrons, maintenant, j'ai une petite idée. C'est que ça freine en fait le développement des autres végétaux. Voilà. Parce que souvent, en dessous d'un marronnier, un peu comme sous un noyer, un marronnier, il n'y a que du marronnier qui pousse. Enfin, pas que, il peut y avoir des petites fleurs, des trucs comme ça, mais là c'est pareil. C'est arrosé pourtant partout, voilà. Ça, bon, j'ai eu des trous d'animaux, ça on le sait, mais voilà, ça n'a pas poussé. Voilà, juste petite parenthèse. Et puis là, c'est mon petit vivier, le petit vivier à porte-greffe. Donc ce seront des porte-greffes qui iront pour du prunus, hein, la famille des prunus, parce que c'est globalement du cerisier. Voilà. Bon, c'était juste la dernière petite parenthèse potagistique. Voilà, je vous fais des gros bisous. Donc non, je le ferai pas. Je le ferai pas. J'allais dire, je vous remettrai les références. Peut-être que si, je prendrai du temps pour écrire les références que j'ai là. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Allons tous bien nous faire aimer, c'est important. Non tous merdier, hein, les petits bousiers.